Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une première séance de petite baisse, une séance de pause après un démarrage en fanfare pour les indices actions européens depuis le début de la semaine et depuis le début de l'année. Des indices qui ont repris 4-5% en 3 séances et qui marquent donc une pause aujourd'hui assez légitime. Le CAC 40 tourne autour des 6765 points en cette fin de séance. Vous aurez le détail du jour dans un instant avec Alix Nguyen. Aux États-Unis, les marchés américains continuent de sous-performer à la faveur notamment de chiffres d'emploi toujours très solide. On l'a vu avec l'enquête ADP qui mesure les créations d'emplois dans le secteur privé pour le mois de décembre. C'est un chiffre très largement supérieur à ce que les économistes pouvaient attendre. Plus de 200 000 créations d'emplois encore dans le secteur privé aux États-Unis au mois de décembre. On avait eu hier l'enquête JOLTS qui mesure les postes ouverts, les postes vacants aux États-Unis, qui montre qu'il y a encore plus d'1,7 postes ouverts pour un demandeur d'emploi aux États-Unis. C'est un niveau de tension qui ne permet pas et qui ne permettra pas à la Réserve fédérale américaine de relâcher pour l'instant la pression et son effort dans la lutte contre l'inflation. L'inflation qui sera également un des marqueurs de la semaine en Europe cette fois, avec une succession de surprises à la baisse. On l'a vu sur les chiffres allemands, les chiffres français. On a vu une très légère détente sur les chiffres d'inflation en Italie pour le mois de décembre. Et nous aurons demain la photographie globale, la première estimation d'inflation pour la zone euro au mois de décembre. Un chiffre qui pourrait passer d'un peu plus de 10% à 9% et peut-être, pourquoi pas moins. Le marché est désormais préparé à une surprise à la baisse, une première vraie surprise à la baisse sur le front de l'inflation en Europe. Nous évoquerons tous ces sujets avec nos invités de Planète Marché bien sûr. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, le sujet de l'ESG après une année 2022 qui a été une année de questionnement, de doute même peut-être sur la pratique ESG ou en tout cas l'ESG tel qu'il est pratiqué depuis plusieurs années maintenant. Comment l'ESG peut-il sortir de cette crise d'adolescence? Nous évoquerons ce sujet avec Yannick Waknin, le responsable de la recherche ESG de Société Générale CIB qui sera avec nous en plateau à 17h45. Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés de marché en fin de séance, chaque soir avec vous Alix Nguyen et la Bourse de Paris qui marque sa première pause de l'année. Oui, après un gain de près de 5% en 3 jours, le marché digère le message de la Fed qui, si elle constate une accalmie sur le front de l'inflation, n'a pour autant pas l'intention de baisser ses taux cette année. Annonce à laquelle s'ajoutent les derniers indicateurs américains qui pourraient même encourager l'institution à relever ses taux. Cet après-midi, on attendait en effet 2 statistiques concernant l'emploi américain. On constate dans un premier temps le recul des inscriptions hebdomadaires au chômage. Elles ont diminué de 19 000 et s'établissent donc à 204 000. On apprend aussi qu'en décembre, le secteur privé a créé 235 000 emplois. C'est bien plus qu'attendu. Sous l'effet de ces derniers indicateurs, la bourse de New York ouvre en nette baisse. À noter que demain sera publié le rapport officiel de décembre du département du travail. Et puis parmi les autres statistiques américaines toujours, le déficit commercial qui a nettement baissé en novembre. Et selon le département du commerce, au mois de novembre, il s'est fortement réduit à 61,5 milliards de dollars. On remarque qu'après les créations d'emplois et le déficit commercial américain, le dollar bondit. À noter que sur le plan des matières premières, le gaz remonte et le pétrole évolue en ordre dispersé. Du côté des valeurs et des secteurs en Europe, le secteur du tourisme et plus précisément des compagnies aériennes se porte bien aujourd'hui. Air France KLM se retrouve tiré par Ryanair. Oui, Ryanair dont le titre bondit de près de 7% à Dublin. La compagnie relève ses prévisions de profit annuel grâce à une période des fêtes solide. On retient une autre envolée, celle de Western Digital, sous l'effet d'une info Bloomberg, selon laquelle le fabricant américain de puces mémoire envisage de reprendre des discussions en vue d'une fusion avec le groupe japonais de semi-conducteurs Kioxia.
Et puis pas vraiment d'amélioration pour le groupe des GAFAM. Le titre Amazon, par exemple, est surveillé de près aujourd'hui. Et après l'annonce hier de la suppression de 18 000 emplois, pour l'heure, son titre recule nettement. Autre titre scruté de près, celui de Tesla. Selon la China Passenger Car Association, le fabricant connaît une baisse de 44% par rapport à novembre de ses livraisons de véhicules électriques produits en Chine en décembre. C'est son niveau le plus bas en 5 mois. Et puis, d'après le quotidien Nikkei, Dell Technologies envisage d'arrêter de s'approvisionner en semi-conducteurs chinois d'ici 2024. L'entreprise a demandé à ses fournisseurs de commencer à réduire l'usage des composants fabriqués en Chine. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h avec Alix Nguyen en direct dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Raphaël Thuin est avec nous ce soir en plateau, responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikeo Capital. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à François Chollet de nous accompagner. Bonsoir François. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes président de Montségur Finance et Malik Hadouk avec nous également en plateau. Bonsoir Malik. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Quel redémarrage, Malik. Je dis redémarrage parce que le marché action en Europe est parti déjà au mois d'octobre dernier. Le marché chinois lui a emboîté le pas à partir du mois de novembre. Les choses se sont un peu tassées sur les dernières séances du mois de décembre. Et là, en 3 à 4 séances, on a repris 5 à 10% sur ces marchés européens et chinois. Oui, 5% sur le marché européen, un peu plus sur les marchés chinois, tout à fait. Oui, un bon début d'année, surprenant, il est vrai, après la consolidation qu'on avait eue en fin d'année due à la remontée des taux. Donc ce qui a eu lieu en début d'année, c'est la rebaisse des taux suite aux bons chiffres d'inflation qui a mené le marché action, notamment européen, à bien performer, parce qu'on s'inquiète d'une récession à venir sur le marché européen, pour l'instant qu'on ne voit pas venir, puisque les indicateurs restent pour l'instant bien orientés. Donc il y a une résilience assez surprenante de l'économie américaine et qui se reflète dans la bourse. Oui, européenne. Oui, européenne, oui. Dans la bourse européenne, avec des secteurs, notamment les secteurs financiers, qui tiennent la cote de façon très surprenante en ce début d'année, puisqu'on a eu un rallye sur les bancaires européennes, notamment, qui explique cette belle progression des marchés européens. Sur la Chine, c'est une autre histoire. Pas la surprise générale, parce que j'étais venu sur votre plateau et j'avais dit que je pensais que les Chinois mettraient fin à la politique de Covid-0. Donc ils sont passés d'une politique Covid-0 à vivre avec le Covid. Ouais. Très vite. Très vite, ouais. Très vite, Un changement radical. Ouais. Bah, je pense des invités qui ont déjà croisé des premiers touristes chinois en Europe, là, ces derniers jours. L'effet Coupe du Monde, en fait, parce que les Chinois se sont sentis quand même un peu exclus de cette... Laissé pour compte. Laissé pour compte de cet événement. Ouais. Et donc voilà, donc il y a eu un intérêt à nouveau pour le marché chinois qui, je le dis encore, était à des niveaux de valorisation vraiment à la casse. Donc ce rallye n'est pas surprenant. Maintenant, il faut s'attendre à une accalmie à ce niveau-là pour voir quelles sont les étapes suivantes. Mais en tout cas, pour l'année 2023, les marchés chinois et les marchés asiatiques émergents sont un col très important. C'est pas une histoire qui s'arrête là aujourd'hui. À notre avis, non. On verra comment évoluera bien sûr l'économie américaine. Pourquoi le marché américain continue de sous-performer ? Parce qu'on a un secteur technologique qui est sous tension. Il aura du mal à maintenir ses marges bénéficiaires. Et puis la valorisation du marché américain est, à notre avis, trop élevée. On traite à 17. Donc une décote des marchés européens par rapport au marché américain qui est historique, qui explique cette surperformance du marché européen, qui à notre avis va continuer au cours de l'année 2023. Et on pense que la thématique value va continuer à surperformer la thématique croissance au cours de l'année 2023. Donc un bon début d'année, mais attention, parce que la hausse des taux n'est pas terminée, parce que l'inflation est toujours assez présente, même si on assiste à une décrue. De toute façon, on n'aura pas une baisse des taux avant que l'inflation ne passe sous les taux fédéraux. Donc ça, il faut s'attendre à ce que les taux continuent à monter. C'est pas pour autant qu'il faut sortir du marché obligataire, parce qu'on l'a déjà dit, on considère que les taux de rendement sont attractifs, c'est des taux qu'on n'a pas connus depuis longtemps, et que la perte en capital est quand même limitée, même si on rentre à ces niveaux-là. Donc il y a matière à investir quand même là aujourd'hui. On retrouve l'effet diversification de la poche obligataire qui n'avait pas fonctionné en 2022.
Bon, que vous inspire ce démarrage de l'année 2023, François, avec l'Europe en tête, le leadership européen se confirme là. Et la France en tête de l'Europe. Et la France en tête de l'Europe. On peut déjà saluer qu'en 2022, la France a fait mieux. Et notamment l'indice CAC 40, le fameux, celui qu'on regarde et qui défile sur les écrans la plupart du temps, il a fait beaucoup mieux que les indices européens, à la faveur de secteurs et de pondérations qui sont un peu particulières à cet indice. On le rappelle, le luxe qui représente un poids très élevé, mais aussi ces vieux métiers oubliés de l'énergie, les services aux entreprises. On a vu des parcours pour Total, par exemple, qui ont été des parcours magnifiques. Vous rappelez le secteur bancaire et financier, qui est une des grosses composantes aussi de l'indice français. Bref, tout ça a permis à ce que l'indice CAC fasse mieux que les indices européens et que l'indice allemand, essentiellement. Et puis ce début d'année se fait dans la même veine. On parlait de la Chine, mais les premiers bénéficiaires ont été LVMH, Hermès, Kering, qui ont repris à la faveur du premier jour de l'année quasiment 6% en ligne droite, alors qu'ils n'étaient pas vraiment délaissés, on ne peut pas dire ça en 2022. Donc ça on est passé par du moins 20, moins 30, moins 40 quand même. Ah oui, c'est valeur du luxe. Même sur du Hermès. Et oui, même sur du Hermès. Sol, on les a il a terminé positif, je crois, le titre Hermès, mais il est passé par du moins 30, moins 40. 1000, 1500 et quelques à la clôture, et on retrouve les sommets à la faveur de ce démarrage du début d'année, ce qui est assez impressionnant pour des titres qui en plus ne sont pas considérés comme des valeurs faiblement valorisées, on ne peut pas dire ça d'Hermès. Mais c'est légitime. Enfin, je veux dire, on oublie l'histoire de la récession, la crise énergétique, enfin, toute cette espèce d'anxiété dans laquelle on a baigné encore il y a 2 ou 3 mois. C'est fini. On oublie les aspects de cherté relative des multiples par rapport aux hausses de taux. C'est-à-dire qu'on est en train de se dire que les valeurs de croissance, si les taux arrêtent de monter au rythme qu'ils ont connu en 2022, on peut commencer à s'y intéresser à nouveau. En tout cas, c'est ce que nous donne comme signal le marché. Mais il faut bien saluer que le résultat opérationnel de toutes ces entreprises est juste phénoménal en 2022 et qu'il n'y a pas de raison que ça ralentisse très fortement au début de cette année, surtout si on a des espoirs sur l'Asie et la Chine qui déconfinent. Donc c'est assez rationnel aussi. Alors nous, on avait fait des paris assez forts en 2022. Je vais faire un peu hurler, mais on était value. Alors, vous me connaissez de longue date, vous savez que c'est un biais que je peux avoir. Oui, mais opportunité. 2/3 de nos portefeuilles étaient investis sur des thématiques value. Ça nous a permis, aux États-Unis, de faire très bien, grâce à des fonds et de la gestion value qu'on a pu acheter à l'extérieur, mais aussi en Europe, parce que ça a quand même beaucoup surperformé. Il y a 2 mois, on a commencé à rééquilibrer, donc on est plutôt moitié-moitié. D'accord. On s'est mis des pieds un peu plus neutres. La surperformance value, vous dites, a quand même déjà épuisé pas mal de carburant à ce stade. Parce que un premier rattrapage, le luxe va bien, mais les banques vont bien, l'industrie va bien en termes de performance sectorielle. Oui, alors sans faire de la gestion benchmarkée, les indices sont quand même plutôt des indices croissance partout dans le monde et pas vraiment value. Quand on est encore moitié-moitié, croyez-moi, on est encore un peu contrariant dans ces allocations-là. En tout cas pour ce début d'année, et puis on a évité les grosses erreurs. Quand on voit les performances du Nasdaq, vous en parliez à 33 en 2022, c'est vrai qu'on était assez peu présent sur ces segments-là. Et là, c'est justement, c'est une opportunité de rééquilibrer un petit peu vers ces valeurs technologiques américaines. Parce que pour le coup, ça a mal démarré, ça s'est mal fini et ça continue de mal se passer pour ces valeurs. On fait quelques emplettes, plutôt en stock picking que... On va être un peu courageux, mais il y a un moment où il faut y aller. Oui, il y a des titres qui arrivent maintenant à des niveaux... on a vu corriger des titres comme Amazon l'année dernière. Peut-être qu'on arrive sur des niveaux où on peut commencer à s'y intéresser. On n'était pas sur Tesla, on n'était pas à la fête, mais on n'était pas non plus à l'enterrement. Donc, pour l'instant, on est resté à l'écart de ce dossier. Mais des titres comme Microsoft qui corrigent, alors on n'a pas d'Apple en direct, on a du Berkshire Hathaway dans les portefeuilles, plus 4 par rapport à un indice qui fait moins 20 sur le S&P 500. C'est encore une magnifique année pour la gestion de Charlie Munger et Warren Buffett. Donc, c'est toujours sa plus grosse position, Apple. C'est quand même, plus de 40% je crois, c'est ça, portefeuille sur Apple. Ça a bien participé. Eux, la diversification, c'est pas leur truc. Écoutez, nous, on n'a pas les mêmes règles de Charlie Munger, il est anti-diversification. Voilà. Il veut de la conviction. Il attend d'avoir la conviction et il y va massivement. Parmi leurs choix massifs, ça a été quand même le pétrole en début d'année 2022. Un choix qu'on pouvait trouver un peu étonnant à l'époque où on parlait justement de ESG et de choses comme ça. Ils avaient massivement bougé le portefeuille vers le pétrole. Ça a été extrêmement porteur pour eux et profitable en 2022. Donc plutôt un rééquilibrage des portefeuilles, mais on a de très belles valeurs technologiques qu'on peut commencer peut-être à regarder aussi en Europe. Enfin, on discutait tout à l'heure de Dassault Systèmes en interne qui arrive sur des niveaux
un peu plus raisonnable de valorisation, Ouais. mais les équipementiers... Les perspectives de ces entreprises-là ne sont pas abîmées. La question de la valorisation s'est posée. La question s'est posée mais... parce que effectivement, lorsque vous avez des modèles de valorisation avec des DCF et vous avez des valeurs de taux qui se prennent 300 points de base d'augmentation dans l'année, évidemment, la sensibilité à cela pour les valeurs terminales du DCF elle est très très forte. Il n'empêche que ce sont des boîtes extrêmement solides et si on s'inquiète à un moment donné pour la conjoncture 2023 d'un point de vue macro et économique, on est certain d'avoir là des entreprises qui sont capables de résister en tenant leur prix, en ayant de l'innovation, en étant de grande qualité, on peut dire fondamentale, à ces périodes-là. Généralement, ces boîtes sont assez peu endettées en plus, donc on a des belles valeurs de croissance européenne et on retrouve des points qui me paraissent intéressants sur certaines d'entre elles. Raphaël, vos commentaires de début d'année, toujours sur ce redémarrage quand même assez puissant pour les marchés actions notamment, Europe, Asie, Chine, mais des marchés de crédit peut-être également. Hein. Ouais, un joli début d'année. Les thématiques 2023 n'ont pas vraiment changé comparé à 2022. On continue à être revenu bilé sur l'inflation d'une part et le ralentissement économique d'autre part. Et ce qu'on constate en ce moment, c'est qu'effectivement la dynamique de désinflation est maintenant très fermement engagée et elle a tendance à aller plus vite que la dynamique de ralentissement économique. Ouais. Ça, c'est un peu la bonne nouvelle pour les marchés. Vous l'avez dit, les chiffres d'inflation européens, on va dire globalement, sont plutôt encourageants. On verra demain, mais l'Espagne, la France, l'Allemagne ont montré des signes encourageants. Aux États-Unis, aujourd'hui aussi, on a eu des données intéressantes de ce point de vue-là. Donc il y a une dynamique de désinflation. Et puis, effectivement, la croissance, le débat continue à faire rage, récession, pas récession. Assez peu de gens pour penser qu'il y aura une récession très violente à l'horizon. Donc, tout ça encourage les marchés à remettre du risque, à des niveaux qui, évidemment, sont décotés comparé à il y a un an. Nous, on met un petit bémol quand même à cette euphorie. Déjà, quand on regarde le potentiel de hausse comparé au potentiel de baisse, évidemment, il est moins attractif que ne serait-ce qu'il y a quelques jours. Bien sûr. Aujourd'hui, on y revient à des niveaux de valorisation un petit peu moins... on n'est plus fin septembre, hein. Oui, non, mais c'est sûr. On n'est plus fin septembre. C'est vrai aussi sur le crédit. Le crédit qui nous avait beaucoup encouragé dans sa correction revient en termes de prime de risque à des niveaux qui sont peut-être moins compatibles avec le cycle d'une récession. Donc, clairement, il y a ce sujet-là. Et puis concrètement, quand on regarde l'euphorie actuelle autour de l'inflation et de la croissance, il y a des raisons de mettre des bémols. Donc sur l'inflation, on le sait, on le constate, elle est structurelle, cette inflation, elle va mettre du temps à baisser. Petit rappel pour les historiens, dans les années 70, l'inflation, elle a mis 9 ans à revenir à des niveaux compatibles avec ce que les banquiers centraux trouvaient satisfaisant, de 1973 à 1982. Alors est-ce que ça va mettre 9 ans? On verra. Il y a eu beaucoup d'erreurs de politique monétaire durant ce processus dans les années 70, donc l'avenir nous le dira. Mais on peut penser que ce cycle de désinflation ne se fera pas en ligne droite. Donc ça, il n'y aura pas que des bonnes surprises sur le front de l'inflation en 2023. Absolument. Et il suffit d'écouter Mme Lagarde le mois dernier. Elle parlait de prix de denrées alimentaires à la hausse sur le premier trimestre 2023. Donc on va peut-être à nouveau voir des soubresauts sur le fond de l'inflation. Donc attention, l'autre dimension sur l'inflation, c'est que les banquiers centraux nous l'ont dit, ils le redisent à peu près tous les jours, ils vont être patients. Ils vont être patients, ils vont maintenir une politique restrictive sur le long terme, ils vont attendre que l'inflation revienne à des niveaux de manière décisive, plus compatibles avec leur mandat. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces niveaux de manière plus décisive, on verra. Mais bon, on est prévenu. Donc l'inflation nous inspire méfiance. Sur la dimension économique, effectivement, on a globalement une économie qui atterrit gentiment jusqu'à présent. Méfiance là aussi, les signaux quand même de stress s'accumulent. Et puis lorsque vous regardez les récessions précédentes, sur des historiques même longs, une récession globalement c'est non linéaire. Il y a un effet de gap, un effet de trou d'air lorsque la récession frappe les économies qui est assez important. Et c'est assez frappant lorsque vous regardez les chiffres. Vous regardez les chiffres de l'emploi, vous regardez les chiffres de l'investissement, voilà les chiffres de l'immobilier. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand il y a une récession qui frappe? On arrête. On arrête d'investir, on arrête d'acheter des apparts, on arrête de consommer, on arrête d'embaucher. Et aujourd'hui, les modèles financiers qu'on nous sert et qui nous expliquent que la récession sera évitée, ils sont finalement assez linéaires. Vous voyez, on prolonge le trait et on ne prend pas vraiment en compte ce risque de non-linéarité qui pourtant, historiquement, a tendance à se répéter. Donc, bon, beaucoup d'euphorie, peu de potentiel de hausse, prudence probablement à ce moment-là de l'année est indiquée. Oui, j'entends.
quels vont être les indicateurs à suivre qui vont vous donner le signal du redéploiement puisque c'est quand même la séquence qu'on attend devant nous, d'une certaine manière. Si on est sur la retenue aujourd'hui, l'étape suivante, c'est quand même de se redéployer sur les marchés. Qu'est-ce que vous allez surveiller là ? Alors là, c'est la question à 100 francs, à 1000 francs. 100 francs. Ça sera clairement le sujet numéro 1 de 2023. Nous, on parle beaucoup d'années d'inflexion. On va avoir un point d'inflexion cette année probablement. À un moment, il faudra redéployer. Quand redéployer, c'est votre question et elle est intéressante. On regarde plusieurs indicateurs qui, historiquement, lorsqu'ils étaient alignés, lorsqu'ils flashaient au vert, indiquaient un potentiel rebond. Il y a d'une part le fait que, historiquement, les marchés atteignent un point bas lorsque les valos sont vraiment dépréciés. Donc, on peut regarder classe d'actifs par classe d'actifs. C'est vrai que c'est le cas, on peut argumenter sur certains segments. C'est probablement moins le cas, on parlait des États-Unis, sur d'autres. Les États-Unis, on est cher, disons le mot. Mais il faut que les valos trouvent un point bas pour que le marché puisse rebondir. Donc peut-être qu'on n'y est pas tout à fait. Un deuxième aspect qui, historiquement, a favorisé les rebonds et les points bas, c'est les niveaux de taux. Il faut que les niveaux de taux cessent de monter. Stabilise. Et on a vu une espèce de stabilisation aux États-Unis sur le court terme. Ce n'est pas le cas en Europe encore. Et quand on regarde le programme de la Banque Centrale Européenne devant nous, il reste du chemin. Ouais. On parlait de 3% de point terminal, maintenant on est plutôt à 3,3%. Certains parlent de 4%. Il y a encore du grain à moudre avant d'y être. Donc la deuxième dimension, qui est la dimension taux, n'est selon nous pas encore activée. Une troisième dimension qui est difficile, et tout ça est très difficile évidemment, mais c'est la dimension macro. Il faut que la macro atteigne un point bas pour que les marchés puissent atteindre un point bas aussi. Donc très souvent d'ailleurs le marché anticipe un peu la macro. Ouais. Mais il faut que les indices manufacturiers, d'investissement, de consommation, d'emploi trouvent des points bas. Aujourd'hui, quand vous faites le compte, on n'est même pas en récession. Les marchés de l'emploi n'ont pas commencé à corriger. Et certes, les indices d'investissement manufacturier baissent, mais aller dire qu'ils ont touché un point bas, ça paraît très optimiste. Donc là, on a trois critères qui, historiquement, marchent assez bien en amont d'un rebond potentiel. Il y a une dimension positionnement qui relève un petit peu plus de la sorcellerie. Mais c'est vrai que, concrètement, moins le marché est positionné, meilleures les chances de rebond sont. Donc tout ce mix fait qu'aujourd'hui, la patience est de mise. Le temps viendra, ouvrons les yeux, mais aujourd'hui la patience. Mais pour vous, ce point d'inflexion, il est à travers cette année 2023, en termes d'horizon de temps. Bon, alors voilà, là vous me mettez en difficulté. C'est la boule de cristal, bon, d'accord. Boule de cristal, ça viendra, on sera tous les jours qui passent, nous rapprochent de ce point, les taux vont atteindre ce point haut, la macro est en train de se déprécier plus rapidement qu'il n'y paraît, il reste encore pas mal de chemin à parcourir, mais ça viendra. Pourquoi il n'y a pas de récession encore en Europe, aux États-Unis Je pense que l'élément central, il a été énoncé. C'est vrai que les récessions ne sont pas linéaires, mais cette fois-ci, ce qu'on constate, c'est que le marché du travail résiste bien. Et peut-être qu'on est rentré dans un nouveau système où, avec ce déficit démographique que l'on a, le marché du travail va résister, les consommateurs vont garder leurs revenus et vont continuer à consommer. C'est ce qu'on espère tous pour maintenir cette dynamique. Et de toute façon, les banques centrales ne bougeront effectivement que si le marché du travail se détériore vraiment. Je dis, là j'anticipe, parce que le marché en fait anticipe une baisse des taux à la fin de l'année. Toujours à la fin de l'année. Oui, bien sûr. Et ça n'aura lieu que si vraiment il y a une dégradation sur le marché de l'emploi qui mettrait à mal la croissance économique. On n'aurait pas une récession lente ou contrôlée, mais une récession un peu plus sévère. Donc je pense que c'est cet indicateur-là qui va nous comment dire nous alerter sur la situation réelle. Et deuxième élément... C'est intéressant parce sur le marché du travail américain, on baigne d'annonces tous les jours de grands noms de la tech qui licencient, parfois d'ailleurs pour la première fois de leur histoire. Donc c'est des chiffres importants, mais au final, c'est pas ce qui fait la masse du marché du travail américain aujourd'hui. Et puis le secteur des technologies avait beaucoup embauché lors de la période Covid. Il ne faut pas l'oublier, parce que là on parle sur le... Je pense qu'Amazon avait embauché plus de 400 000 au cours de la période. Donc voilà. Donc c'est ce marché du travail qui est résilient et qui surprend effectivement, mais qui est d'un autre côté un élément important pour la santé du consommateur et qui pourrait maintenir la consommation à flot. C'est ce qu'on remarque depuis quelques temps. Pour moi, c'est un élément central. Et deuxième élément,
c'est les bénéfices des entreprises, parce que c'est la deuxième variable d'ajustement. Et pour l'instant, comme je l'avais dit, en 2022, on a eu une exceptionnelle année, notamment en Europe, avec croissance des bénéfices de plus de 20%. Et là aussi, on considère que le marché américain est beaucoup plus à risque que n'est le marché européen, compte tenu de la valorisation, même si on pense que la baisse du marché européen elle est limitée en ampleur. Parce que la valorisation, on est à des niveaux de 9-10, c'est des niveaux où on a anticipé déjà la récession. Mais pour les États-Unis, c'est vraiment pas du tout le cas. Ouais. Et on est toujours sur une croissance bénéficiaire positive pour 2023. Et on peut imaginer une poursuite de la dichotomie entre un marché américain peut-être trop cher, qui s'est pas encore bien ajusté à la baisse des BPA, et une surperformance continue de l'Europe. Sur le dernier trimestre, septembre-décembre, le Nasdaq a fait moins 20. C'est spectaculaire, oui. Le marché européen a fait plus 7. Ouais. D'accord. Ça peut tenir. Mais ça. on compare deux choses qui sont... Oui. On compare des secteurs technologiques à un marché européen où le secteur de la technologie est beaucoup moins représenté et qui est un marché beaucoup plus value. C'est ce que monsieur expliquait tout à l'heure. Le rythme de la hausse des taux, je crois, a été un élément déterminant de la baisse des indices l'année dernière. C'est-à-dire que personne n'était préparé à ce qu'on ait un tel crack obligataire. De mémoire de pratiquants de marché, personne ne l'avait en tête. Il faut retrouver dans les cahiers d'histoire des marchés financiers pour voir de telles remontées de taux. Et surtout, c'est pas... moi, j'ai commencé en 94, on était passé genre de 6 à 8, mais il y avait de l'inflation et c'était un contexte déjà. Mais déjà, le CAC avait fait moins 17 cette année-là de mémoire. Ça avait déjà été assez sanglant. Il n'empêche, 6 à 8, c'est pas 10 ans de taux négatifs qui passent à plus 3% à 10 ans en l'espace de 6 mois. C'est un choc inouï, qui renverse la table sur un certain nombre de paramètres. C'est quand même le diapason de la valorisation de l'ensemble des actifs qui a été sonné au cours de cet exercice 2022. Et ça va toucher l'immobilier. On voit dans les plus grosses baisses des indices européens, c'est quand même l'indice du secteur immobilier coté a été à un bain de sang, c'est moins 45%. C'est la moitié de la valorisation des foncières cotées qui a disparu, avec des décotes sur l'actif absolument historique. Je crois qu'on atteint à 40% à peu près en moyenne. Mais c'est juste la réévaluation des taux de capitalisation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend comme rendement d'un actif aujourd'hui obligataire, et ceci va venir impacter toutes les autres classes d'actifs. Donc l'impact de cette montée des taux, à 10 ans, je pense que clairement, on a fait l'essentiel du chemin. On est arrivé à 4,30 sur le 10 ans américain, un peu plus de 3% sur le 10 ans français. Le potentiel de remontée supplémentaire me paraît un peu limité par rapport à ce qu'on avait vécu. Pourquoi ? Parce qu'on est proche d'atteindre des limites insoutenables parce que du point de vue des économies. Exactement, on est au-dessus de la croissance potentielle à long terme de l'économie si on est massivement au-dessus de ces niveaux-là. Et donc, c'est un premier facteur. Deuxième facteur, c'est que à chaque fois qu'on a eu des rebonds courant 2022, c'était lorsqu'on s'est reconnecté aux résultats des entreprises. Et vous en parliez justement. Septembre, c'est les publications de résultats qui ont permis au marché de retrouver et de rebondir, notamment pour l'indice CAC 40, mais pour les autres indices européens aussi. Et il est fort à parier que début d'année-là, les publications du dernier trimestre 2022 vont être excellentes. Et d'ailleurs, les distributions de dividendes qu'on aura courant 2023 vont être, elles aussi, tout à fait excellentes. Et on aura une période de flux assez intéressant au printemps de cette année, parce que les distributions de dividendes vont être extrêmement élevées, dans un contexte notamment où les financières n'avaient pas pu distribuer pendant plusieurs exercices, etc. Donc on a des éléments très positifs quand même en ce début d'année, justifiés. On a des valorisations qui sont inférieures aux moyennes historiques. Et donc se pose la question, est-ce que l'Europe pourrait pas cette année faire un rattrapage, non pas forcément lié à une hausse des profits, parce qu'évidemment 2023 ça va être une année extrêmement compliquée, mais peut-être que la sous-valorisation relative en multiples de l'Europe pourrait se corriger un petit peu. On pourrait revenir simplement à une moyenne historique des 10 dernières années, autour de 12 fois les multiples des résultats à venir sur les 12 prochains mois, sur les valeurs européennes. Finalement, si on a ça, même si on a un peu de dépression sur les profits 2023, on peut se faire une belle fin d'année. Même avec des taux à 3%, on peut normaliser la valo du marché action sur ces niveaux historiques. Je pense qu'au-delà du niveau de taux, c'est la hausse ininterrompue à un rythme inédit qui a été extrêmement problématique. Et une deuxième chose, c'est que la hausse des taux directeurs aussi s'est faite à un rythme inédit. Enfin, jamais un banquier central, l'ensemble des banquiers centraux n'avaient, à l'exception, je crois, de la Chine et du Japon, monté les taux d'une manière aussi brutale et aussi continue sur un exercice calendaire.
Tiens, d'ailleurs, le Japon va monter les taux cette année aussi ou pas, Malik ? La Banque du Japon ? Oui. Oui. D'accord. On a été surpris par la décision. Une date qu'on va quand même marquer d'une pierre blanche, non ? Oui, l'inflation, l'objectif d'inflation est largement dépassé. Puis le changement de politique monétaire opéré à la surprise générale au mois de décembre, qui a surpris tout le monde là aussi. Ouais. On ne s'attendait pas à ce que... On pensait que ça serait après son départ que la politique serait modifiée. Donc oui aussi, le Japon va rentrer dans le rang, oui. Vos commentaires, Raphaël. Et puis, sur cette corrélation entre obligations et actions, alors qu'a été le grand marqueur de l'année 2022, avec une corrélation très positive, qui a vu effectivement les portefeuilles diversifiés connaître des performances très compliquées, et sur l'obligataire et sur les marchés actions. Est-ce que cette corrélation doit changer dans le régime de normalisation de l'année 2023, ou cette idée d'inflexion, comme vous dites ? Oui, tout à fait. C'est cette dynamique de taux qui va guider vraiment ces décisions. Elle est à suivre. On est très méfiant globalement sur le fait que potentiellement le marché puisse continuer à repricer à la hausse ses attentes de taux terminaux des banques centrales. Et de notre point de vue, les banquiers centraux continueront à adresser le problème de l'inflation de manière très agressive tant que cette inflation ne sera pas revenue significativement et que le marché de l'emploi ne se sera pas refroidi, on l'a dit. On n'a pas de signaux très encourageants encore ou totalement décisifs que la chose arrive. Et quand on regarde un petit peu le pricing des taux terminaux, on s'est fait surprendre consistamment depuis 2 ans. Ne refaisons pas la même erreur, soyons patients. Ce risque de continuation de cette hausse des attentes est très très forte. On l'a parlé, on attend maintenant des baisses de taux, le marché anticipe des baisses de taux sur la fin de l'année prochaine. Tout ça semble un petit peu précipité de notre point de vue. Donc il y a un risque clairement sur les taux. Néanmoins, pour revenir à votre question, effectivement, dans une allocation d'actifs, et c'est la grande nouveauté de 2022-2023, l'obligataire, ça y est, retrouve sa place. Enfin, Dieu merci. On a effectivement beaucoup de négativité dans les prix sur l'obligataire qu'on peut argumenter est moins évidente sur la partie action. Alors, on pointera d'ailleurs en particulier l'investment grade, les meilleures signatures sur le crédit qui ont sous-performé massivement l'année dernière et se trouvent sur des niveaux de primes de risque qui sont certes pas totalement excitantes, mais qui commencent à refléter le risque de récession qui pointe son nez. C'est un peu moins vrai sur le haut rendement qui est beaucoup revenu récemment, mais peut-être que sur l'obligataire aujourd'hui, effectivement, une stratégie de redéploiement avec une idée de moyenner à la baisse avec une vue long terme semble justifiée. Plus concrètement aussi, on constate qu'après le tout action, le fameux there is no alternative, on en a parlé à la nausée, ça y est, on peut remettre de l'obligataire. Et peut-être même qu'on peut élargir ce sujet-là à cette idée que finalement on revient sur des standards de l'investissement plus conforme à ce qu'on connaissait il y a longtemps. Le fixed income, oui, c'est ça, voilà. Le fixed income a sa place. Peut-être qu'on est maintenant sur des standards d'investissement où il faut faire attention aux fondamentaux. Tout ça paraît très bête, pardonnez-moi, mais c'est vrai, et on s'en était éloigné. La qualité, les earnings, les profits vont maintenant être des drivers de performance, où on va parler aussi des valorisations. Peut-être que chasser ces multiples à la hausse, comme ça a été le cas pendant tant d'années, c'est quelque chose à éviter comme la peste. Et puis globalement, cette idée que le risque à tout va était quelque chose d'incontournable dans les marchés, à savoir on allait acheter chaque baisse de marché systématiquement. By the dip. By the dip, systématiquement, ça a marché 10 ans. Qu'on allait nécessairement s'exposer pleine bourre sur le marché actions à travers des ETF sans faire d'obligataire. Voilà, cette idée que le risque était absolu et qu'il fallait le maximiser, ça c'est terminé. Donc aujourd'hui, flexibilité, équilibre, l'obligataire retrouve sa place. C'est probablement des thématiques d'investissement qui vont perdurer sur les... Mais c'est une année où on pourra faire de la performance sur l'obligataire. On peut retrouver de la perf positive sur l'obligataire avec les niveaux de rendement qu'on a déjà retrouvés, que ce soit en portage ou peut-être même, je ne sais pas, pourquoi pas en performance aussi, sur du long, j'en sais rien. Alors, bon, les points d'entrée sont beaucoup plus attractifs qu'il y a un an, ne sont pas exceptionnels comparés à
un horizon plus récent, dirons-nous. D'accord. Effectivement, les primes de risque sont quand même beaucoup revenues. Attention, le risque de hausse de taux d'intérêt, on en a parlé, reste important. Maintenant, pour l'investisseur plus long terme, pas d'un point de vue tactique, mais d'un point de vue stratégique long terme, oui, on a des points d'entrée. Pour un investisseur qui serait capable de porter une vue sur 1, 2, 3 ans, est-ce qu'on sera plus serré, plus bas à cet horizon-là? Probablement. Néanmoins, à l'instant T aujourd'hui, peut-être qu'un peu plus de prudence est indiquée. Oui, après, enfin, je partage cette opinion, mais d'autant plus qu'on a une chance magnifique, c'est qu'on peut retourner voir toutes les entreprises, tous nos clients qui ont de la trésorerie et s'en occuper pour de vrai. Parce que les taux courts aux États-Unis, la courbe est inversée, les taux courts sont très rémunérateurs. En Europe. 4,5%, hein. Oui, un peu plus, à 2 ans, on a 80, enfin, c'est tout à fait acceptable et on peut même se payer le luxe de se couvrir pour ne pas avoir d'effet de change qui soit compliqué. Mais en Europe, de la même façon, on est à 2%, un peu plus monétaire, on arrive à trouver des choses au quotidien raisonnables. On va passer vraisemblablement le 2 février à 2,5. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est vous qui m'avez parlé du livret A. Moi, pourquoi pas 3%? Globalement, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut retourner voir les entreprises à qui on n'avait rien à dire depuis de nombreuses années, si ce n'est rester dans votre banque si elle ne vous facture pas de taux d'intérêt négatif. Aujourd'hui, on fait le tour des portefeuilles, on place les liquidités. Ça nous rappelle le bon vieux temps. Ouais. Mais d'ailleurs, ces références monétaires là, que vous citiez, 4,5, 4,80 sur le cours américain ou les taux monétaires en Europe peut-être demain à 3%, j'en sais rien, ça va être des références solides, quoi. Enfin, oui, puis c'est des références qu'on peut utiliser en plus. Beaucoup d'épargnants utilisent ça dans l'assurance vie et vous avez beaucoup de compagnies d'assurance vie qui ont du fonds euro mais qui ont aussi des fonds en devises et notamment du fonds dollar. Ça fait partie des choses qu'on peut utiliser pour à la fois garantir le capital mais aussi retrouver une rémunération assez sereine de ces capitaux. Voilà, parce qu'il peut y avoir de la volatilité, et bien c'est important d'avoir cette épargne-là qui va être immune aux variations des marchés actions et puis qui pourra permettre de saisir quelques opportunités, évidemment. Séquence chinoise, je voulais bien qu'on en redise un mot avec vous. Malik, comment vous voyez se développer les choses désormais? Donc il va y avoir la semaine de Nouvel An, je crois, c'est ça, en Chine. Donc ça va infecter de partout, j'imagine. Voilà. Il y a l'idée quand même que ça va pas être linéaire, la réouverture chinoise. Quels effets ça va produire? Beaucoup craignent un regain de tension sur le compartiment des matières premières. Est-ce que c'est inéluctable? Si la Chine rouvre, ça veut dire que le pétrole, les métaux forcément remontent, auquel cas le narratif de désinflation peut être à un moment pris à revers, etc. Enfin, comment la séquence peut se dérouler selon vous? C'est la vraie question qu'il faut se poser sur la Chine. L'ouverture va se faire de manière coordonnée, je pense. Ça ne va pas se faire aussi comme la fermeture s'est faite. Hein. On ouvre, mais on ouvre graduellement, par étapes. On va ouvrir les frontières avec Hong Kong. Voilà, les Chinois sont autorisés à voyager à l'étranger. De ce qu'on entend, c'est que l'épidémie qui s'est propagée en Chine n'a pas entraîné de mutation. Donc c'est quelque chose plutôt de positif. En tout cas, ça reste un risque, mais ça n'a pas entraîné de mutation. Et puis, on a le soutien aussi des autorités qui ont totalement modifié leur politique et qui, aujourd'hui, annoncent très fortement qu'ils seront en soutien de l'économie. Donc il y a des mesures qui ont été prises pour alléger le fardeau sur les problèmes de l'immobilier. Bien sûr. Voilà, donc on s'attend à une reprise graduelle et je pense que l'objectif de croissance des Chinois qui est de 5% pourrait être à notre avis atteint parce qu'il y aura un désendettement qui va se faire progressivement grâce au soutien de l'État. Vous ne doutez pas de la capacité de Pékin à restaurer la confiance du consommateur chinois, après tout ce qu'il a traversé Bah non, après 2 ans, oui. Il a de l'épargne, il a un peu d'épargne quand même. Voilà. D'accord. On anticipe ce soutien aussi de la croissance sur l'économie européenne. C'est pour ça qu'on est assez favorable aussi sur la croissance économique européenne. Mais cette remontée du marché chinois ne va pas se faire sans à-coup inévitablement. Hein. Même si, encore une fois, on pense que c'est le moment d'y aller et d'investir sur les actions chinoises compte tenu de la décote de valorisation. Hein. Alors, on rappelle que les valeurs technologiques chinoises qui avaient été complètement massacrées au cours de l'année 2022 et qui ont subi un fort rebond, il faut le reconnaître, depuis le point bas d'octobre. Hein, on a gagné plus de 40 à 45%. Hein. Il y a eu un rallye impressionnant.
Je pense que par rapport aux valeurs technologiques américaines, il y a une décote qui est aussi encore très marquée. Et puis les autorités chinoises semblent plutôt aussi changer de cap en ce qui concerne la régulation, en tout cas d'arrêter les mesures restrictives à l'égard de ces valeurs. Et on a vu qu'il y a certaines entreprises qui refont appel au marché. Donc il y a une réouverture aussi du marché obligataire chinois. Donc tout ça est positif et aussi positif pour la sphère Asie émergente. Alors voilà, c'était ça ma question. Est-ce que c'est avant tout et uniquement une histoire chinoise, vu le poids de la Chine effectivement, Non, c'est pas qu'une histoire chinoise. C'est une histoire plus large que ça. Je pense que ça va avoir des impacts sur l'économie asiatique dans son ensemble. Donc avec les actions chinoises qu'on privilégie, il y a aussi les actions émergentes asiatiques. On avait joué l'année dernière l'Amérique latine. Aujourd'hui, on est plus enclin à investir sur l'Asie émergente. Et en termes de diversification, si l'obligataire retrouve tout son intérêt, je pense aussi que les matières premières et l'or vont retrouver aussi un attrait qu'ils n'avaient pas en 2022, parce qu'on pense que le dollar va se déprécier, continuer à se déprécier au cours de l'année 2023. Bon. Est-ce qu'on en est à reprendre du risque sur les small caps aujourd'hui, François, ou pas? Parce que s'il y a un compartiment qui n'a pas rebondi, c'est bien celui-là. On vient de faire une petite acquisition chez Monségur Finance, justement pour récupérer une équipe de gestion de small caps qu'on intègre au 1er janvier 2023. Ouais. Donc c'est fait, ils ont dû arriver alors. Ils sont dans les locaux, cette fois-ci ça y est. Alors c'était une petite équipe, mais qui a un très joli track record sur les small caps. Alors c'est un peu particulier parce que faire de la gestion small caps en Europe, c'est devenu compliqué, surtout quand on est sans taille de capitalisation. La recherche n'est plus efficiente, puisque la plupart du temps, la recherche est financée directement par les entreprises elles-mêmes. Le suivi est bien moins bon que ce qu'on a pu connaître dans le passé dès qu'on descend en taille de capi. Donc c'est un modèle un peu plus quantitatif que ce qu'on peut faire en fondamental. Ce qui m'a beaucoup plu dans cette entreprise, c'est que c'est un portefeuille, il y a 120 valeurs, il n'y en a pas une qui dépasse 1%, il n'y a pas de problème de liquidité. Elle est vraiment très européenne, c'est-à-dire qu'on adresse... C'est une gestion un peu microcaps d'ailleurs. C'est exactement ça. Microcaps, on est en dessous du milliard. D'accord, oui, donc c'est même encore en dessous. Et on adresse ainsi un segment de marché qui a été massacré en 2022, sur lequel il y avait peu de liquidité. Et puis, je ne trouvais pas vraiment de fonds de small caps où il n'y ait pas, je dirais, quelques convictions d'un gérant sur des valeurs qui lui sont proches, qui tient depuis des années et qui, pour les 5 premières, font 40 ou 45% du portefeuille, c'est-à-dire qui ne me permettent pas vraiment d'adresser sereinement cette classe d'actifs-là. Là, j'ai des valeurs d'Europe du Nord, d'Europe du Sud, d'Allemagne, et on a vraiment un portefeuille qui nous paraît intéressant et solide pour bâtir dessus un track record. Et il y a on coche les cases qui permettent d'envisager que ce marché-là puisse redémarrer en termes de performance. Alors, la première case à cocher, c'est qu'il y a un attrait de nouveau de flux, parce que la principale raison de la baisse de cette catégorie d'actifs, c'est le manque de liquidité. Donc, dès que les flux se tarissent, eh bien, vous avez sur les small caps des effets d'éviction qui font que les carnets d'ordre se vident et vous n'avez pas vraiment de contrepartie pour venir acheter le papier. Donc, on creuse des décotes parfois au-delà du raisonnable. Ça a été un peu le cas. C'est un compartiment qui est entre moins 30 et moins 35% sur 2022. Alors, effectivement, après une année 2021 qui était fort positive, notamment pour ceux qui étaient bien positionnés. Mais clairement là, on a eu une année de remise à zéro des compteurs de valorisation sur cette catégorie-là. Donc ça me paraît assez opportun. Nous, en tout cas, c'est un développement qu'on souhaite proroger. On avait du mal à l'adresser, cette classe d'actifs. Parce que c'est pas simple. Il faut vraiment soit avoir des équipes pléthoriques que nos moyens ne nous permettent pas d'avoir aujourd'hui, soit avoir des process un peu quantitatifs pour faire du tri et avoir vraiment des équipes qui se chargent de faire un suivi précis. On a encore quelques sujets pour les référencements parce que la partie ESG est compliquée à réaliser. C'est des valeurs qui sont dans un univers qui n'est pas toujours très bien suivi. Et aujourd'hui, on voit bien les contraintes qui nous sont imposées par notamment les assureurs pour les référencements. Lorsque vous voulez faire un reporting cohérent sur l'ESG, eh bien, il faut avoir de la data, de la donnée. Et peu de ces entreprises ont les structures qui permettent de communiquer ces informations-là. Donc, on passe par des modèles un peu quantitatifs. C'est un peu nouveau pour nous. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est quelque chose qui nous plaît. Et on est assez confiant sur la classe d'actifs sur 2023. Un mot du risque de liquidité en général. C'est vrai que c'est un risque qui a été fortement mis en avant ces derniers mois. Les régulateurs, les banquiers centraux s'expriment de plus en plus sur attention, ces poches d'illiquidité qu'on peut trouver dans des gros marchés. Là, je ne parle pas forcément des small et microcaps, mais sur des marchés de treasuries, par exemple, même à certains moments. C'est un risque pour 2023 continu de ce point de vue-là, Raphaël. Oui, la liquidité, c'est un risque important sur ce marché très disloqué avec des trous d'air. On le voit sur le marché action, on le voit évidemment sur le marché du crédit.
qui est soit complètement un sens lorsque tout le monde achète, impossible de faire de ça, même. C'est des indicateurs de stress quand même, vous dites. Ça, c'est effectivement des indicateurs de stress et ça magnifie les mouvements à la hausse et à la baisse. Et on parlait du rebond de cette année, il y a beaucoup de ça, le fameux short squeeze, où tout le monde chasse un petit peu sa queue pour se repositionner. Ça amplifie les mouvements. Alors, d'ailleurs, ça renvoie à un autre débat, on n'aura pas le temps de parler, sur les stratégies privées versus les stratégies côté liquides. non-côté, non. Le côté a beaucoup plus corrigé que le non-côté, pour aussi des dimensions de liquidité ou pas. On en parlera une prochaine fois. Donc tout ça est un facteur important, effectivement, rester liquide sur des noms ou alors être bien diversifié sur des segments plus illiquides me semble très indiqué. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Raphaël Thuin, Tikeo Capital, Malik Hadouk, CPR Asset Management et François Chollet, Montségur Finance, étaient avec nous au plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'ESG et des enjeux de la matière ESG en 2023, après une année 2022 qui aura soulevé pas mal d'interrogations et de doutes, pas tant sur l'ESG et la prise en compte des critères extra-financiers que sur la pratique ESG, avec en plus des contre-performances de marché qui sont assez nouvelles dans l'environnement ESG tel qu'on le vit depuis quelques années maintenant. Yannick Waknin est avec nous en plateau. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Merci beaucoup, ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la recherche ESG de Société Générale CIB. Je dis ESG, sortir de la crise d'adolescence, oui, c'est à peu près le rapport. On peut dater l'âge de l'ESG d'une certaine manière, sous sa forme moderne en tout cas, d'une vingtaine d'années, c'est ça Yannick ? À peu près, on va dire depuis le début des années 2000, on a vu une accélération de la prise en considération des critères ESG qui s'est matérialisée, on va dire, post-2005-2007, crise financière, avec un début de réglementation un petit peu plus strict et qui continue à évoluer depuis. Je crois que les statistiques nous disent que plus de 90% de la réglementation actuelle a été mise en place après 2005. D'accord. Et ça continue. Et ça, c'est une affaire en cours, ça c'est sûr. Justement, Yannick, ça a été un gros sujet de discussion dans ce studio tout au long de l'année 2022. Alors, il y a eu des contre-performances de marché majeures pour les stratégies ESG qu'on avait peut-être pas vu depuis très longtemps. Et de ce point de vue-là, c'est une année qui a marqué les esprits. On pensait que l'ESG permettait alors de gérer des risques, mais de générer aussi de la surperformance, de la soutenabilité dans la performance des stratégies. Et puis, beaucoup d'interrogations avec effectivement une crise énergétique qui a remis la question de la sécurité énergétique sur le devant de la scène, une crise sécuritaire aussi qui remet peut-être les questions de défense sur le devant de la scène, des secteurs qui sont traditionnellement exclus de l'ESG dans sa pratique initiale ou sous-pondérée. Bref, beaucoup d'interrogations, voire de doutes. Je fais rapide l'histoire, mais beaucoup de fonds anglo-saxons, certains fonds anglo-saxons, visiblement en ont jusque-là de l'ESG, quittent des alliances net zéro ici et là. Alors pour des arguments juridiques, de respect de l'engagement et du devoir fiduciaire qu'ils ont vis-à-vis de leurs clients. Je ne sais pas quelle est la pertinence de ces arguments. En tout cas, l'ESG est décrié. Alors, plusieurs points. Premier point, l'horizon d'investissement. L'ESG, je pense que le marché est convaincu que les impacts sont clairs, mais plutôt sur du moyen-long terme. Court terme, effectivement, ce n'était pas une bonne année pour beaucoup de fonds ESG, parce que, comme vous l'avez rappelé, historiquement, il y a des sous-pondérations, voire des exclusions de certains secteurs d'activité qui ont effectivement bien performé ces 12-18 derniers mois. Donc, il y a un impact sur la performance. Est-ce que, pour autant, il faut jeter le bébé avec l'eau du bain ? Je ne suis pas convaincu. La place n'a pas l'air d'être convaincue par rapport à ces éléments. Donc aujourd'hui, il y a quand même des éléments qui sont probants. Si on parle notamment de la prise en compte des controverses ESG, on a vu qu'il y avait un impact significatif sur la performance et la valorisation. On voit qu'il y a de plus en plus d'intérêt d'intégrer ces différents facteurs au-delà des notations ESG, mais des facteurs de risque directement liés à des controverses qui n'étaient peut-être pas prises en compte dans l'analyse financière un peu plus traditionnelle. Et donc, c'est des nouvelles cartouches, des nouveaux angles d'évaluation qui sont aujourd'hui pris en
compte et sur lesquels de la recherche nous est réclamée, nous, en tant que broker. C'est-à-dire qu'on vient nous voir en nous disant, mais parlez-nous des nouveaux risques ESG. On peut parler d'overcrowding dans certains cas. On peut parler de risques, on va dire, sectoriels, controverses, etc. Donc, on arrive quand même, malgré cet élément, cet environnement un petit peu compliqué, à trouver quand même des signaux assez clairs, significatifs, et avec de la demande de la part de nos contreparties, justement, d'avoir un petit peu plus de granularité sur l'accès à ces informations. Est-ce que ça reste une gestion de conviction, Yannick, et comment est-ce que la pratique ESG peut s'améliorer? On a eu le sentiment avec l'effet réglementaire très fort, très puissant, on en a parlé avec vous ici de nombreuses fois, la standardisation, la labellisation, etc. On a l'impression quand même qu'on retrouve des portefeuilles finalement très concentrés, avec un risque d'effet moutonnier, ou en tout cas que les convictions ont du mal à s'exprimer parce que tel label ne peut pas souffrir que ce secteur ou ce type d'entreprise soit représenté, parce que telle réglementation ne favorise pas effectivement la détention de certains titres qui peuvent être argumentés comme étant des entreprises qui participent alors à l'amélioration ou environnementale ou sociale de la planète. Alors, deux choses. Il est effectivement un peu compliqué d'être contrariant quand on fait de l'investissement ESG, puisque tout le monde regarde, je ne vais pas dire les mêmes signaux, mais des signaux en provenance d'agences de rating, en provenance des rapports développement durable des entreprises, et qui sont souvent, alors pas toujours homogènes, mais qui sont plus ou moins convergents. L'autre stratégie de différenciation qui fait sens et sur lesquelles on voit de plus en plus d'investisseurs se porter, c'est justement la transition. C'est-à-dire, plutôt que d'être dans du best-in-class absolu ESG, beaucoup d'investisseurs regardent plutôt le potentiel d'amélioration sur la base des critères ESG, et ces types de stratégies arrivent à délivrer de la performance. Donc, il n'y a pas une seule stratégie ESG, il n'y a pas une seule compréhension, il n'y a pas une seule définition. Il y a besoin de conviction, effectivement, mais conviction plutôt sur la valeur ajoutée inhérente à la prise en compte de ces différents facteurs. Et donc, à chacun de faire ses devoirs, entre guillemets, et d'identifier qu'est-ce qui manque potentiellement, qu'est-ce qui a du sens. Et donc, c'est pour ça que nous, au niveau de Société Générale, on essaie d'être le plus transparent possible sur nos méthodologies de valorisation, d'intégration dans les valorisations, etc., etc. Donc, on a développé plusieurs types d'approches qui peuvent être complémentaires, où on essaie d'être très transparent. Et la première barrière, et on en a discuté il y a déjà quelques mois, c'est déjà la compréhension. Se mettre d'accord sur la valeur ajoutée inhérente à la prise en compte des critères ESG et savoir comment aller la chercher. Est-ce que c'est de la donnée quantitative? Est-ce que c'est du qualitatif? Est-ce que c'est à travers de l'engagement actionnarial qu'on arrivera à collecter l'information? Mais clairement, je suis convaincu, et beaucoup dans le marché sont convaincus, qu'il y a une matière existante qui n'est pas encore normée, et malgré les contraintes réglementaires, malgré tout ce dont on peut parler, il y a clairement de la valeur ajoutée à travers la prise en compte de ces éléments. Cette notion d'effort, d'engagement, de transition, comme vous dites, d'accompagnement, accompagner les entreprises qui vont avoir un impact réel, si tant est qu'elles soient crédibles sur les engagements qu'elles prennent, bien sûr, et ça c'est le travail de l'analyste et du gérant. Ça, c'est, comment dire, ça permet d'afficher des labels, des articles qui nous catégorisent dans des stratégies vertueuses du point de vue de l'ESG. J'ai l'impression que le client final peut avoir du mal à comprendre parfois ces stratégies encore aujourd'hui. Alors, la volonté de tous ces labels, c'est justement d'éviter tout ce qui est greenwashing et protéger l'investisseur final. C'est-à-dire en mettant des critères assez simples, en auditant ces critères et en, entre guillemets, imposant ou recommandant la prise en compte à plusieurs niveaux du processus d'investissement d'un certain nombre de critères ESG. Oui, ça permet d'avoir et ça permet d'accélérer le développement de l'ESG d'un point de vue part de marché, clairement. Maintenant, à chacun de trouver sa spécificité et de naviguer entre ces différents labels. On n'a pas besoin forcément d'avoir tous les labels pour être crédible. La réalité, c'est que souvent, le premier critère qui ressort dans la sélection de fonds reste, comme dans la gestion traditionnelle, la performance. Et donc, à chacun d'expliquer en quoi il se différencie à travers sa stratégie ESG, à travers la prise en compte de certains critères et pas d'autres, à travers l'horizon d'investissement du portefeuille aussi. Et donc, peut-être qu'il ne faut pas regarder au jour le jour la performance d'un fonds, mais plutôt réfléchir côté moyen-long terme sur les impacts réels des prises de décision d'investissement. Ouais.
Mais évidemment, intuitivement, ça a beaucoup de sens de se dire qu'on va aller chercher des entreprises qui vont s'améliorer. Ça a du sens sur le point de vue de l'impact environnemental, si je prends cet angle-là. Ça a du sens sur le point de vue de la performance également. Nous, c'est ce qu'on a démontré par le passé. Alors, on a eu ces questions. Acheter une boîte parfaite, si c'est déjà dans les prix... Voilà, est-ce qu'on va trouver un acheteur marginal pour quelque chose qui est déjà très bien, entre guillemets, et sur lequel, si la société en est consciente, elle a déjà communiqué sur le fait. Ou plutôt investir dans des sociétés qui sont plutôt dans des améliorations, dans des dynamiques d'amélioration sur des faits qui nous paraissent pertinents. Alors nous, on a fait quelques études sur le sujet par le passé où on a démontré effectivement qu'il y avait plus de valeur ajoutée créée boursière sur la dynamique d'amélioration que sur le best-in-class. Donc est-ce qu'on n'est pas à un point de réflexion où les gens vont regarder peut-être d'autres stratégies et en favoriser moins certaines autres qui étaient, je ne vais pas dire prédominantes, mais qui étaient très présentes sur le marché actuel? C'est pas impossible. Est-ce que, et du coup, ça prolonge la question, mais est-ce que l'exclusion historique des secteurs qu'on a pu citer, alors alcool, tabac, je mets ça de côté, mais même les armes, ou en tout cas le secteur de la défense et de la sécurité aujourd'hui, c'est une question ouverte. Le secteur de l'énergie... traditionnel ou d'avenir, c'est aussi une question. C'est une question d'interprétation. Quand on parle du secteur de l'armement, certains vont vous parler de tout l'armement, certains vont vous parler d'armement non conventionnel, certains vont vous parler d'un seuil ou d'une exposition en dollars par rapport à tel ou tel type d'activité. Et donc, tout coexiste quelque part. À chacun de trouver la meilleure recette j'entends. Arriver à générer de la performance et intégrer ses convictions dans la stratégie d'investissement. Maintenant, de la gestion qui va être éthique ou qui va être plus sur de l'exclusion n'a peut-être pas les mêmes objectifs côté performance boursière. Ça va être une année réglementaire chargée encore, pour conclure là-dessus, Yannick? Chargée au niveau des émetteurs, chargée au niveau des investisseurs. Les deadlines se matérialisent, beaucoup se matérialisent en 2023. Donc ça veut dire mettre à disposition un certain nombre d'informations. Les émetteurs aussi vont devoir beaucoup plus communiquer à travers leur rapport développement durable ou leur rapport intégré à partir de cette année. Donc nous, on voit ça plutôt comme une opportunité, c'est-à-dire avoir accès à une information de meilleure qualité, sachant que les mieux-disants quelque part tire le marché vers le haut en mettant à disposition les bons critères qui par certains sont jugés comme très compliqués à mettre à disposition des investisseurs. Donc quelque part c'est sans doute une dynamique qui au final sera vertueuse mais qui est à minima à court terme un petit peu compliqué à implémenter. Merci beaucoup Yannick, merci de venir régulièrement évoquer ces sujets ESG dans Smart Bourse. Yannick Waknin, le responsable de la recherche ESG de Société Générale CIB, qui était l'invité du quart d'heure thématique ce soir. Voilà pour cette édition, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.